je pense que c'est clair pour tout le monde. Il s'agit d'un procès politique. Les accusations, même à l'origine, sont risibles, voire absurdes. On voit bien que Netanyahou a été poursuivi par les médias, par la gauche, par le parquet, de manière obsessive pendant des années. Nous sommes en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler avec vous de ce qui se passe un peu au Likoud, de ce qui se passe également au sein de la coalition gouvernementale. On a assisté à nouveau à une joute oratoire entre Naftali Bennett et Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Naftali Bennett a repris du poil de la bête un peu et que face à, dirons-nous, qu'il a réussi à maîtriser la situation face à une coalition qui était un peu en décrépitude, qu'il a repris la main, en particulier ces derniers jours, en se redressant vers la droite idéologique, sa base idéologique? Non, alors pour le coup, pas du tout. On a l'impression claire que le gouvernement est en train de s'effriter. Mais on a vu encore, pas plus tard que vendredi, n'est-ce pas, où comme un voleur dans la nuit, 1 heure avant Shabbat, ou 2 heures avant Shabbat, le gouvernement a en fait évincé Yom Tov Khalfon de la Knesset. On a vu que Shimrit Meir, la conseillère politique de Bennett, a été remerciée vendredi matin. On voit que la coalition encaisse des défaites sur défaites à la Knesset et même, par exemple, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même, il y a pas politiquement, n'est-ce pas? Eh bien, qui jusqu'à maintenant disait non, il n'y aura pas d'élection et tout. Là, tout d'un coup, même si officiellement il continue à dire qu'il n'y aura pas d'élection, tout de même il change de ton. C'est-à-dire qu'on l'a vu prendre des positions qui sont des positions électoralistes qu'il n'a pas pris depuis 1 an. Donc, on voit bien que le gouvernement est en train gentiment d'arriver au bout du chemin. Il y aura des élections. La question, c'est quand. Alors justement, je voudrais revenir avec vous sur l'éviction de Yom Tov Khalfon. Qu'est-ce que ça dit sur Naftali Bennett? Comment vous jugez cette manière peu cavalière, il faut bien l'avouer, d'évincer un député qui pourtant jusqu'à présent apparemment n'avait pas démérité dans son soutien au gouvernement, à la coalition et à Bennett en particulier? Bien oui, c'est une tentative désespérée de Bennett de sauver son gouvernement. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple. C'est que Yom Tov Khalfon était tout de même un homme de droite, même s'il a un peu vendu il a vendu son âme au diable. Pour pouvoir c'est un peu dur le diable pour Bennett. C'est-à-dire, Bennett, c'est quand même pas le diable. Et on se souvient tous qu'il est monté à Arabaït, au mont du Temple, le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance israélienne, et il a créé, de ce point de vue-là, un mécontentement très fort au sein de la gauche du gouvernement, et en particulier au sein du mouvement des frères islamiques, du mouvement islamique de Ra'am. Et aussi, simplement, il crée on va dire de l'instabilité. Donc, toute instabilité est évidemment une menace pour la sécurité et la stabilité d'une coalition qui est déjà extrêmement, extrêmement fragile. Donc, voilà, Bennett l'a remercié de manière assez, vraiment peu cavalière, en effet. 5 minutes avant Shabbat, comme ça, c'est pas des choses qu'on fait. Mais bon, il l'a fait parce que, de nouveau, il veut protéger son gouvernement. Donc voilà, c'est tout. Malheureusement, je pense que Yom Tov Khalfon s'était un petit peu fait un film, pour dire les choses très très directement, comme quoi il pourrait faire avancer son agenda dans le cadre de la coalition actuelle, ce qui évidemment n'est pas possible, et il a payé les fruits de sa naïveté. Je dois dire, moi je le connais bien, Yom Tov Khalfon, c'est un garçon bien, fondamentalement. Il n'y a pas de désaccord idéologique sur le fond avec lui, sur quasiment rien. Mais malheureusement,
Voilà, il a mis devant. Vous voulez dire qu'il s'est trouvé dans un. Pour rentrer à la Knesset à tout prix. Il a vendu son âme au Satan, au diable. Et le résultat, c'est qu'en fin de compte, d'abord, il est devenu la personne la plus détestée, je pense, de la communauté francophone israélienne, ce qui me fait de la peine. Et d'une part, et d'autre, n'est-ce pas, avec les blagues sur son nom, Job Tov Kalfon, etc. En plus de ça, voilà, en fin de compte, il pourra dire a posteriori qu'il aura été une fois dans sa vie Chaver Knesset pendant 11 mois. Qu'est-ce qu'il en restera? Rien du tout, sauf qu'il aura été humilié et ridiculisé, qu'il aura perdu son honneur vis-à-vis de gens qu'il prétendait tout de même représenter. Alors, je voudrais face à cela, revenir aussi sur ce qui se passe au Likoud, hein, parce que le Likoud, c'est pas tout à fait clair ce qui se passe ces dernières semaines. On avait le sentiment tout de suite après le départ, hein, ou la défection, on va dire, d'Idi Tillman, le transfuge d'Idi Tillman vers les rangs de l'actuelle opposition, que bien, au-toto, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire immédiatement dans un bref délai, le Likoud allait trouver le 61e député. Or, on voit que le Likoud ne parvient pas à trouver ce député. Est-ce que vous avez le sentiment que Netanyahou a mal manœuvré dans ce contexte, avec peut-être un peu trop d'assurance, il pensait qu'à partir du moment où Silman s'en irait, eh bien, il y aurait une sorte de défritement au sein de Yamina, et on voit que là-dessus, eh bien, le Likoud a des difficultés. Alors, tout à fait. Alors, moi, je n'étais pas évidemment parti à la tactique politique. Est-ce qu'il y a une erreur? C'est possible, j'en sais rien du tout, pour vous dire franchement. En revanche, moi, je peux vous dire qu'un jour avant que Silman fasse défection, j'étais en discussion justement à ce sujet avec un des membres de la Knesset les plus proéminents, les plus en vue, disons, on va dire, du Likoud, qui me disait si une personne vient, le gouvernement va tomber. J'ai dit non, parce que dans la réalité, c'est que le gouvernement bénéficie d'un filet de sécurité, de soutien de la part de la liste arabe unie, de la Reshima Meshutefet, et que par conséquent, ça ne va pas être simple de faire tomber le gouvernement, puisque dans les faits, quand on arrive dans des endroits où le gouvernement est en danger, en tout cas jusqu'à maintenant, le Parti arabe unifié n'avait pas poussé trop loin. C'est-à-dire, il avait fait en sorte de ne pas faire tomber le gouvernement quand ça aurait été possible de le faire. Donc, on n'a clairement pas de majorité aujourd'hui à la Knesset, mais simplement, c'est vrai que tenir la coalition et faire le travail qu'une coalition doit faire, c'est-à-dire simplement faire passer des lois et devient extrêmement compliqué pour cette coalition. Donc, ça ne va pas être tenable à long terme. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement va tomber demain. Il y en a qui disent le gouvernement va tomber dans les prochaines semaines. En tout cas, jusqu'à la fin de cette session parlementaire en été. Vous savez, moi je dis peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je n'en sais rien. Et c'est pas du tout sûr parce que nous n'avons pas la majorité pour faire tomber le gouvernement. C'est clair, mais nous avons suffisamment aujourd'hui de force, justement grâce à la défection de Silman et au fait qu'il y a d'autres personnes qui se tâtent, on va dire, dans la coalition, pour rendre la vie de la coalition extrêmement précaire du point de vue politique. Et c'est clair que ça va être difficile à terme de continuer comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir une coalition et un gouvernement qui est complètement bloqué, qui ne peut rien faire passer, ce qui est à peu près ou très peu de choses, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui. Donc, et surtout la dépendance du gouvernement vers la liste arabe unifiée représente tout de même une menace pour l'État d'Israël de manière générale. On l'a vu encore avec la loi hier sur les soldats. Et ça va donc créer un problème vis-à-vis de la droite, en tout cas des gens qui se prétendent être de droite au sein de cette coalition, qui à terme ce sera difficile pour eux, disons politiquement, de continuer cette situation. Donc le Likoud doit continuer sa guerre de tranchées contre le gouvernement jusqu'à ce qu'il finisse par le faire tomber. C'est une question de temps. Alors c'est difficile de nouveau de savoir quand. Ça sera peut-être encore maintenant, ce printemps ou cet été. Moi, je pense plus probablement ce sera plutôt l'hiver prochain, mais allons savoir. Vous savez, c'est aussi possible que je voudrais justement. Encore 3 ans, c'est exclu. Alors, je voudrais maintenant revenir sur un élément aussi important de l'actualité qui, il faut bien l'avouer, ne fait pas les grandes manchettes, certainement pas comme cela s'est produit au moment
où justement Binyamin Netanyahou a été inculpé, des 3 chefs d'accusation dans les 3 dossiers, et le début de son procès. Là, on parle du procès de Binyamin Netanyahou, mais on n'en parle vraiment pas beaucoup, alors que il s'y passe des choses assez stupéfiantes. Est-ce que lorsque vous suivez de près, on va dire, ce qui se passe dans ce procès, avec le témoignage de Shlomo Filber, c'est flic-flac incessant devant le tribunal de district de Jérusalem. Est-ce que vous avez le sentiment que ce procès va se terminer par un non-lieu? Alors, d'abord, je n'en sais rien. Ensuite, je voudrais quand même dire une chose. Je pense que c'est clair pour tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui ont un petit peu d'honnêteté, qu'il s'agit d'un procès politique. Les accusations, même à l'origine, sont risibles, voire absurdes. D'une part. D'autre part, on voit bien que Netanyahou a été poursuivi par les médias, par la gauche, par le parquet, de manière obsessive pendant des années, alors qu'il n'y a véritablement rien. Même si tout ce qu'il avait été accusé était vrai, ce serait encore rien du tout, très peu de choses, on va dire. Donc, il faut arrêter. C'est un procès politique. Et donc, en fait, justement, le fait qu'on n'en parle pas maintenant, évidemment qu'on n'en parle pas, puisque c'est politique. Donc, l'objectif, c'est de mettre en œuvre, c'était de faire tomber Netanyahou, objectif qui a été obtenu, mais surtout pas qu'il revienne. Donc, on va pas, les médias les médias font partie du système politique, malheureusement, en Israël. Ce sont tous, ou quasiment tous, des médias de gauche, voire d'extrême gauche, qui sont engagés dans un côté. On le sait, c'est pas nouveau, d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Donc, on voit que ils sont tout de même complètement biaisés. Il n'y a pas de partialité, ils sont partiaux, il n'y a pas d'objectivité. Donc, c'est évident que les médias vont essayer de ne pas en parler ou d'en parler le moins possible ou changer la vérité, ça c'est clair. Maintenant, moi, je ne suis pas un juriste, donc j'ai toujours fait très attention de ne pas trop parler de ce domaine parce que c'est un domaine qui n'est pas mon domaine de spécialité. Ceci étant, je pense en effet que ce qu'on a vu les derniers jours est estomacant, c'est inouï, et pour le coup, je me suis fendu d'un poste justement à ce sujet pour dire que je pense que le fameux dossier 4000 est probablement mort. Ça va être très difficile pour le parquet de soutenir cette accusation, et ça va quand même être très difficile pour le tribunal d'accuser, enfin de faire de Netanyahou quelqu'un de coupable après ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce qu'ils vont quand même le faire? C'est possible. Moi, je n'ai aucune confiance dans le système judiciaire israélien, et donc je pense qu'ils feront tout ce qui est possible pour trouver une raison de. Il n'y a pas de recherche de vérité, donc ils trouveront une raison de culpabiliser Netanyahou, parce que il faut bien dire que ce n'est pas un procès normal ou régulier, ou dans un cas comme ça, ils auraient dit maintenant c'est plus possible, on arrête, on coupe les frais. Non, je pense que le système juridique est tellement investi, et le parquet sont tellement investis dans ce procès qu'ils ne peuvent pas se permettre de le perdre, et que comme ce sont en fin de compte eux qui décident, donc ils feront tout ce qui est possible pour que Netanyahou finisse par être coupable. Ceci étant, on ne peut jamais savoir, peut-être qu'il y aura un miracle, mais franchement je ne suis pas optimiste. Alors, une dernière question. On voit que la situation, on se pose la question sur la situation au Likoud, parce que finalement, on voit que jusqu'à présent, eh bien, le Likoud reste soudé derrière Binyamin Netanyahou. Mais on entend souvent des bruits qui viennent certes de l'opposition, mais parfois même de certains mouvements de la coalition, mais de certains mouvements aussi comme les orthodoxes, qui disent que peut-être que finalement le Likoud, pour le bien de la droite israélienne, eh bien, doit demander à Binyamin Netanyahou de se mettre sur le bas-côté de la route, même s'il n'est pas coupable dans le procès qui lui a été intenté, même s'il n'a pas démérité. Aujourd'hui, pour sortir le pays de l'impasse actuelle, eh bien, il devrait se mettre sur la touche. Est-ce que c'est véritable, ça existe? On parle de ça dans les couloirs du Likoud? D'abord, moi, c'était mon opinion publique. Je crois que nous en avions même parlé, nous, dans une interview précédente il y a 1 an, je crois. Moi, je pense en effet qu'après les dernières élections, Netanyahou aurait dû prendre acte de son échec
Et au lieu d'essayer de s'entêter, il aurait dû se mettre de côté, permettre à l'époque la création d'un gouvernement de droite au sein de cette Knesset, parce qu'en fait, quand il y a une majorité de droite, je pense que c'est une erreur grave. Et pour le coup, moi, je ne suis pas satisfait de la décision qu'il a prise de s'entêter. Alors là, complètement. Maintenant, ceci étant, est-ce que les gens en parlent? Oui, beaucoup de gens en parlent. Est-ce que ça va se produire? Alors, ça, la seule personne qui pourrait le savoir, c'est Netanyahou lui-même. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même parce que c'est très circonstanciel en fonction surtout de son procès. Moi, je pense pour l'instant que Netanyahou va continuer à rester et que tant sa situation dans l'opinion publique, en tout cas l'opinion publique de droite, reste tout de même excellente. On voit les sondages. Le Likoud est à 35-36 mandats dans les sondages. On voit qu'il est de très 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 loin l'homme politique le plus populaire d'Israël et celui qui jouit du plus gros soutien. Ça, c'est indéniable. Donc, je pense que tant que cette situation continuera du point de vue de l'opinion publique, je pense que Netanyahou n'ira nulle part. Mais de nouveau, c'est aussi circonstanciel et ça dépend aussi de ce qui va se passer dans le procès. Parce qu'en fin de compte, si les avocats de Netanyahou lui disent en fin de compte, la partie est perdue et qu'il va aller en prison et que de toute façon c'est fini, ben je pense qu'il y a une bonne chance qu'ils finissent par trouver un accord avec le parquet. Mais d'un autre côté, si le jugement continue, si le procès se poursuit tel qu'on l'a vu ces derniers jours avec l'histoire de Filbert, alors là, il n'a aucune raison de partir parce que s'il a l'impression qu'en plus il va bénéficier d'un non-lieu, ça va être un tremblement de terre politique. C'est bien évident que s'il a un non-lieu, vous allez voir le lendemain le Likoud à 40 mandats. Alors, une dernière question. En fait, j'ai encore une autre question parce que celle-ci, elle est historique. On est le 18 mai, c'est le lendemain de la fameuse victoire. Il y a 45 ans que le Likoud avait emporté cette fameuse victoire, la première victoire électorale du Mahapar de Menachem Begin. Qu'est-ce qui a changé au Likoud, Amir, depuis en 45 ans, entre le Likoud de Menachem Begin et le Likoud d'aujourd'hui, celui de Netanyahou? Mais je pense que bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de choses qui aient changé en réalité. Les Likoud dépend aussi un petit peu des gens qui se joignent au Likoud. Donc, le Likoud reste le parti, on va dire, populaire d'Israël. Vous savez, les classes moyennes inférieures, moyennes supérieures, les Sfaradim, les Juifs d'origine orientale ont toujours été on va dire les gens qui sont la masse des gens du Likoud. C'est vrai que par rapport à il y a 45 ans où on va dire que il y avait peut-être au sein des électeurs du Likoud, il y avait une frange qui n'y s'y trouve peut-être plus ou beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire, on va dire la frange, allez, on va dire droite, centre droit, libéral, laïque, ashkénaze, du centre du pays, qui se trouve moins aujourd'hui. Et ça, c'est un problème pour le Likoud. C'est pour ça qu'on ne sommes plus au pouvoir. Parce que ces gens ont été un petit peu dégoûtés par le comportement et simplement de certaines personnalités, on va dire, bruyantes du Likoud. Et voilà, donc ces gens aujourd'hui se trouvent, une partie ont voté pour Yamina, une partie ont voté pour Sar, une partie ont peut-être voté aussi pour d'autres. Et c'est pour ça qu'on n'est pas au pouvoir. Et ça, je pense que le challenge du Likoud pour retourner au pouvoir, c'est de reprendre une partie de ces gens. Parce que si on arrive à reprendre une partie de ces gens, justement, je pense qu'on va retourner au pouvoir. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Eh bien, merci beaucoup, Amir Weitman, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le leader du groupe des libéraux au sein du Likoud. Merci de nous avoir éclairé donc sur ce qui se passe au Likoud et puis de nous avoir donné votre appréciation sur ce qui se passe au sein de la coalition gouvernementale. Bonne journée, Amir. À bientôt. Bye bye. Bonne journée à vous.